Je suis Gaëlle Mac, je suis directrice déléguée de la rédaction de Challenge et on va parler ensemble de mini-réacteurs nucléaires qui sont une vraie solution pour l'industrie et pour l'énergie du futur décarbonée dont nous allons avoir besoin dans les années à venir. Et pour en parler avec nous, nous allons avoir deux startups de pointe dans ce domaine des mini-réacteurs qui sont Narea et Nucléo. Donc nous allons accueillir Elisabeth Risotti de Nucléo et David Briggs de Narea, et également Pierre Gavoil au CEA qui s'occupe justement des modèles économiques et de ce marché des mini-réacteurs nucléaires ou SMR. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, après 2011 et l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, il y a eu quand même un grand hiver du nucléaire. Et en un an, peut-être 2 ans, tout a changé. Tout a changé pourquoi ? Tout a changé d'une part parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine et que les prix de l'électricité, les prix du gaz ont flambé, et donc les prix de l'électricité ont flambé, et donc on s'est dit qu'il y avait un petit problème d'indépendance énergétique et que le nucléaire peut être une solution pour ce problème. Et surtout parce que nous sommes dans un moment d'urgence climatique et que aujourd'hui 80% de l'énergie consommée dans le monde, c'est encore des énergies fossiles, que la combustion des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, c'est l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et qu'il faut absolument utiliser toutes les technologies que nous avons à disposition, c'est-à-dire bien sûr l'hydraulique, le solaire, l'éolien, mais également le nucléaire, pour essayer de sortir de ces énergies fossiles au plus vite. Et donc, pour la première fois, lors de la Convention pour le climat de l'ONU qui s'est tenue à Dubaï en novembre, pour la première fois, le nucléaire a été mis en avant. Donc l'Agence de l'énergie a dit qu'il allait falloir tripler les capacités en énergie renouvelable et qu'il allait aussi falloir tripler les capacités en énergie nucléaire. Alors jusqu'ici, le nucléaire, on le connaît bien en France, puisqu'il y a quand même une exception nucléaire française. Nous sommes le seul pays au monde dont 70% de l'électricité provient du nucléaire. Pour nous, c'est des grosses centrales. Il y en a 18 en France. C'est des grosses centrales avec un panache blanc. Et là, on arrive à un nouveau marché qui fait assez rêver, même si il est encore à l'état de promesse. C'est un marché de petits réacteurs nucléaires. Ces petits réacteurs nucléaires peuvent faire bien des choses que ne font pas un gros réacteur nucléaire. Ils ont d'autres applications et ils peuvent aider. Ils sont un complément pour répondre à cette nécessité qui est de décarboner l'économie. Donc nous allons en parler d'abord avec Pierre Gavoil, qui est à ma droite, qui est chargé justement de coordonner la recherche et développement du CEA sur ce sujet ce qu'on appelle les SMR, c'est-à-dire les Small Modular Reactors, en fait les petits réacteurs nucléaires. Voilà. Alors l'intérêt de ce marché, il est double. C'est que d'abord, il peut y avoir des investisseurs privés, contrairement au gros nucléaire où c'est souvent quand même des très grands groupes et des États. Donc il peut y avoir des startups et il remet au goût du jour plein d'innovations dans le nucléaire qui jusqu'ici étaient confinées dans des labos. Voilà, donc Pierre, je compte sur vous pour nous expliquer un peu le bouillonnement qu'il y a sur ce marché aujourd'hui et quelles sont les applications à quoi on peut penser pour ce petit marché des réacteurs. C'est le marché des petits réacteurs, pardon, ce gros marché des petits réacteurs. Merci beaucoup. D'abord, peut-être je vais rappeler la philosophie qui est un petit peu derrière les Small Modular Reactors. Donc, comme vous l'avez dit, historiquement, dans le nucléaire, on a essayé de construire les centrales les plus grosses possibles parce qu'on voulait avoir le maximum de production d'électricité avec une seule centrale.
Ça s'explique parce que le prix du kilowattheure nucléaire qu'on paye finalement, quand on paye notre électricité produite à partir du nucléaire, il y en a 40% aujourd'hui qui vient du coût de la construction de la centrale. Et donc, plus on arrive à produire de l'électricité avec une seule centrale, plus on arrive à réduire le coût de l'électricité nucléaire. Et donc, c'est une économie d'échelle qu'on a essayé de faire dans les dernières décennies. Le pari des SMR, c'est d'aller dans un autre sens, c'est de dire, au lieu de faire une économie d'échelle, je vais faire une économie de série. Je vais en produire beaucoup, je vais les faire plus petits et je vais les préfabriquer en usine. Donc, c'est un changement complet au niveau de modèle industriel et de modèle de développement pour le nucléaire, en disant avec des petites centrales, je vais simplifier leur conception et je vais arriver en les préfabriquant en usine, à raccourcir et à rendre moins cher la construction de ces centrales et in fine à retrouver l'économie que j'avais auparavant grâce à l'échelle, à la taille des centrales nucléaires. Donc ça, c'est le principe de base. Et ensuite, sur ce nouveau modèle économique, en fait, sont arrivées la résurgence de beaucoup d'innovations technologiques, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de concepts qui avaient été regardés dans le passé et qui ont été finalement transposés dans ce modèle de Small Modular Reactor avec de nouveaux acteurs, des startups, des groupes privés. Il y a aussi des historiques du nucléaire ou des groupes étatiques qui sont intéressés. Mais ce changement finalement de paradigme a permis de re-questionner tout un tas de technologies qui avaient été regardées mais qui n'avaient pas été déployées à grande échelle pour de gros réacteurs. Avec un dernier point, c'est que ces petits réacteurs, en étant plus petits, on peut les installer plus près des zones industrielles, plus près des zones urbaines, et donc on peut non seulement fournir, comme les gros réacteurs, de l'électricité sur le réseau, ce qui est l'application première, mais on peut également directement fournir de la chaleur qui vient de ces réacteurs-là pour alimenter différents procédés industriels, production d'hydrogène, chaleur urbaine, procédés de chimie dans l'industrie. Voilà, alors là, ce qui est important de savoir, c'est que sur les 50 sites industriels les plus polluants en France, les grands sites industriels, en fait, ces grandes industries que sont la sidérurgie, la cimenterie, la chimie, la verrerie, en fait, elles utilisent la pollution vient moins de l'électricité que de la chaleur. En fait, toutes ces industries, elles ont besoin de chaleur à des niveaux très élevés. Et aujourd'hui, comment font-elles ? Eh bien, elles brûlent du charbon ou elles brûlent du gaz pour parvenir à cette chaleur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le nucléaire, c'est au départ de la chaleur, qui est ensuite convertie en électricité avec une déperdition. Donc, si on se concentre sur la chaleur, là, le nucléaire et le petit nucléaire, puisque la chaleur se transporte mal, donc c'est compliqué à partir de très grosses centrales d'aller porter de la chaleur à 200-300 km, c'est pas possible. Donc là, il faut vraiment être au cœur de ces sites industriels. Et donc là, on a la possibilité vraiment de produire de la chaleur directement, d'être très compétitif et d'avoir une chaleur très fiable, ce qui est toujours... C'est une fonction qui est mal remplie par les énergies renouvelables qui fabriquent de l'électricité ou le gros nucléaire. C'est bien ça ? Oui, en fait, quand on questionne les différentes branches de l'industrie, on se rend compte que s'il est possible de s'approvisionner en électricité bas carbone, en France, voilà, on a le nucléaire, on a les renouvelables qui permettent de le faire. Pour certains industriels, finalement, le gros enjeu, c'est d'avoir accès à de la chaleur bas carbone. Et d'avoir accès à de la chaleur bas carbone localement, puisque comme vous le disiez, la chaleur, ça se transporte mal au-delà de 30 à 50 km. Et donc l'enjeu pour beaucoup d'industries, c'est d'avoir une source de chaleur bas carbone fiable qui produit en même temps que eux alimentent leur process de la chaleur bas carbone qui puisse alimenter dans des proportions importantes les besoins de ces industriels. Oui. Voilà. Alors, il y a évidemment bien d'autres usages. Hein. Oui. On peut remplacer déjà les dizaines de milliers de centrales à charbon qui existent dans le monde et qui sont quand même très polluantes. On peut les utiliser pour la désalinisation d'eau de mer qui va être un enjeu puisqu'il y a quand même un enjeu autour de l'eau à l'avenir. On peut les utiliser aussi pour fabriquer des carburants du futur, hein, de l'hydrogène, de l'ammoniac. Voilà, et donc il y a de multiples usages. Donc là, je vous présente alors, dans ce secteur, on a choisi sur ce plateau de vous présenter peut-être pas le principal acteur du SMR aujourd'hui, qui est bien sûr EDF, et qui a un gros projet avec un petit réacteur qui est une sorte de version miniaturisée de son gros réacteur, et qui s'appelle Nuward. Et qui est assez avancé et qui a eu une grosse dotation de la part de l'État, mais on vous présente
de start-up françaises, pas complètement françaises, mais en tout cas actives en France, de petits réacteurs. Et pourquoi ces deux-là ? Parce que d'abord, ce sont les mieux financés, certainement les plus avancés, et aussi parce que, contrairement à ce que fait Nuward, elle propose une véritable innovation avec une technologie de rupture dans le nucléaire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que dans ce marché qui est vraiment bouillonnant, il y a 80 sociétés par le monde qui sont en train de réfléchir à des startups. Parmi ces sociétés, il y a la société de Bill Gates, il y a la société de Sam Altman, le fondateur de ChatGPT. Donc tout le monde s'y intéresse. Et c'est l'occasion de réfléchir et de trouver des solutions à des problèmes importants qui sont des freins au nucléaire aujourd'hui, notamment les déchets nucléaires radioactifs pendant des siècles, et également la sûreté, cette question de la sécurité du nucléaire. Donc je vous présente d'abord Elisabeth Risotti, qui est la cofondatrice de Nucléo, qui est une société anglo-italienne, française également, et qui développe un petit réacteur nucléaire à neutrons rapides refroidi au plomb. Attention, ça devient un tout petit peu technique, mais je vais la laisser vous expliquer ça plus avant. Et qui est physicienne nucléaire de formation, qui a travaillé au CERN en Suisse. Ensuite, elle a eu bien d'autres aventures entrepreneuriales. Et donc, Elisabeth, racontez-nous un peu ce que vous faites à Nucléo, quel est le marché que vous visez et aussi quel est votre calendrier, parce que ça, c'est important. Merci. Premièrement, c'est extraordinaire de pouvoir parler de cette merveilleuse aventure et je pense que vraiment c'est le meilleur moment. Quand on parle de renaissance nucléaire, c'est exactement ce qu'on ressent en France. Vous l'avez bien dit, nous sommes une entreprise européenne, dirais-je, de plus en plus française. De plus en plus française parce que effectivement, il y a en France vraiment cette renaissance suite malheureusement à cette guerre en Ukraine. Et voilà la raison pour laquelle nous avons annoncé un investissement, les premiers investissements seront faits en France. Qui se compte en milliards, hein, c'est des investissements très très lourds. Oui, tout à fait. Nous avons annoncé un investissement de 3 milliards en France d'ici 2031. 2031, c'est comme nous parlions de deadline, donc de timeline, c'est la date à partir de laquelle le premier démonstrateur de notre entreprise sera prêt et opéré. Et à partir de cette date, nous allons commencer avec les réacteurs qui seront fabriqués en commercial. Alors, quel est le but de notre société ? C'est une société où la technologie est basée sur une technologie qui appartient à la 4e génération des SMR. Donc, le produit commercial, ce sont des petits réacteurs de 200 MW. Mais quand on dit petit, ça veut dire des réacteurs qui sont 6 mètres de diamètre et 6 mètres de hauteur, qui sont refroidis au plomb. Donc, la technologie... c'est refroidissement. Je vous interromps une seconde pour donner une idée. Un gros réacteur, c'est plus de 1 gigawatt. Donc voilà, donc là c'est à peu près 5 fois moins. Voilà, mais ça veut dire aussi moins qu'un 200 mégawatts, ça veut dire aussi un réacteur qui est capable de couvrir les besoins d'une ville de 600 000 familles. Donc c'est un tout petit réacteur par rapport aux besoins d'énergie, d'électricité que ça peut couvrir, qui est le premier marché, donc l'électricité. Là, je parlais 2 mots sur la technologie au plomb. Je dis que cette technologie, c'est une technologie qui permet ce qu'on appelle une sûreté intrinsèque. Ça veut dire que dans le cas d'un inespérable petit accident, donc la réaction nucléaire qui sort de contrôle, le système de refroidissement au plomb qui va prendre du volume, ça va automatiquement éteindre le réacteur à l'instant qui suit. Et donc c'est pour ça que je dis, ça va garantir une sûreté, ce qui est évidemment l'enjeu le plus important quand on parle de nucléaire.
Le modèle économique a déjà été mentionné. Le fait d'être petit, ça veut dire pouvoir les construire dans l'usine, et donc ça rend décidément plus économique la production, le transport, la flexibilité. Et le fait de pouvoir les utiliser seuls ou le fait de pouvoir les utiliser en série, pour pouvoir remplacer ce qui aujourd'hui sont les grosses centrales. Mais peut-être le facteur le plus innovant dans notre modèle, c'est le fait de pouvoir utiliser un combustible en exploitant les caractéristiques de cette technologie, c'est de pouvoir l'utiliser d'une façon plus efficace par rapport aux centrales de vieille génération. Et donc les neutrons rapides permettent d'utiliser aussi et de recycler le matériel qui est aujourd'hui issu par le secteur, les centrales nucléaires actuelles. Donc le pouvoir recycler, non seulement une fois, mais pouvoir recycler plusieurs fois, beaucoup de fois, des dizaines de fois dans la vie d'un réacteur, les matériaux qui sortent, qui sont issus du secteur nucléaire actuel, va permettre de faire ce qui est un peu le rêve du monde nucléaire, c'est la fermeture du cycle. Fermeture du cycle, ça veut dire pouvoir vraiment atteindre quelque chose qui est proche de l'économie circulaire, et c'est pour ça qu'on parle d'un secteur tout à fait durable qui va garantir vraiment le futur de l'énergie pour ce qui concerne les prochaines années. Donc, pour ce qui concerne les dates, c'est 2031 et à partir du 2032-2033, donc nous allons pouvoir commercialiser non seulement les réacteurs, mais aussi le combustible qui pourra être produit à partir d'une usine de recyclage qui sera fabriquée en France avec tous les partenaires de la filière nucléaire en France et qui pourra être utilisé par d'autres projets. Il y a beaucoup de projets qui ont été mentionnés et il y a la place pour tout le monde. Et alors, quels sont les marchés que vous visez prioritairement ? Alors, prioritairement, c'est la production d'électricité. Donc la production d'électricité, mais aussi la vente de réacteurs qui seront, à partir de la France, qui seront vendus dans les pays, par exemple, non nucléaires, dans lesquels le système et le modèle de business pourra être aussi vendre des réacteurs avec du combustible que l'on va dire soutenable, et qu'on va retraiter en France. Donc on est dans les possibilités d'offrir un modèle de business complètement propre pour améliorer l'acceptabilité aussi, parce qu'il faut dire aussi que la France est un pays très avancé par rapport à l'acceptabilité de l'énergie nucléaire, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Par exemple, l'Italie, nous avons un savoir-faire qui est franco-italien. L'Italie est un pays encore non nucléaire. Alors, travailler sur l'acceptabilité, ça veut dire aussi pouvoir offrir ce genre de modèle. Les applications dont on a parlé, donc la production d'hydrogène est sûrement très intéressant, sans oublier la production de chaleur. Et puis la dernière chose, pour ce qui concerne le modèle économique, j'ai trouvé très intéressant la façon dont a été présenté. Alors c'est une entreprise privée aujourd'hui, et ce qui nous a vraiment surpris, c'est le fait qu'il y a une telle sensibilité sur ce sujet, que nous avons 600 investisseurs privés qui ont financé cette entreprise pour l'instant pour 400 millions d'euros, qui est énorme pour une entreprise qui est née au mois de septembre 2021. Oui, et qui ne veut pas sortir son premier produit avant 2030. Donc il faut quand même... Exactement. C'est un acte de foi. Le projet est solide, la technologie est prouvée, etc. Mais je voudrais souligner la sensibilité qu'il y a parmi les investisseurs. Et ça aussi, c'est un enjeu important. C'est un marché qui, comme dans l'espace aussi, le marché privé est arrivé, et là aussi c'est quelque chose qui est en train de changer très très rapidement, et la France a été peut-être un des premiers pays à comprendre ce gros changement. Voilà, alors je précise qu'avec un de vos réacteurs à 400 MW, ça représente la puissance d'une centrale à charbon, par exemple, d'aujourd'hui. Alors, vous, David Briggs, chez Narea, vous aussi, vous êtes sur cette technologie à neutrons rapides. Donc, pour fixer un peu les idées, il faut voir que en France, nous avons l'inconvénient
qui pourrait être maintenant l'avantage d'avoir quand même des dizaines de tonnes, des centaines de tonnes de combustible usagé par nos centrales, et que ça pourrait permettre, cette technologie, de réutiliser ce combustible usagé et donc de ne plus extraire un seul gramme d'uranium d'une mine pendant des siècles et des siècles. Parce que nous avons en France d'énormes réserves et au lieu de les vitrifier et de les plonger dans le sous-sol à Bure, nous pourrions les réutiliser utilement dans des SMR avec cette technologie des neutrons rapides, mais vous avez quand même une différence de technologie puisque vous utilisez des sels fondus et également c'est pas le même type de puissance, le même type de taille de SMR. Donc je vous laisse l'expliquer, David Brix, qui est le Grenoblois de l'étape, voilà, qui est né à Grenoble et qui lui vient plutôt de l'industrie, vous êtes plutôt un ingénieur, vous êtes notamment passé chez Alstom. Alors merci de m'inviter à Grenoble, puisque je suis né ici, j'ai vécu ici pendant longtemps. Je voudrais juste revenir peut-être sur le contexte qu'on a tous décrit, et je vais le résumer de la façon suivante. Narea est né en 2020, et à l'époque, on fait le constat que tout est énergie. Alors je simplifie énormément, mais regardez, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de l'électricité, il y a de la chaleur, il y a des constructions, il y a des moyens électroniques, il y a de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses comme ça. Et moi-même, en bougeant, je suis énergie, je consomme de l'énergie. Et quand on fait ce constat-là en 2020, on s'aperçoit que grâce à l'énergie, on a la possibilité d'atteindre les 17 objectifs de développement durable. C'est-à-dire que si on a une énergie en quantité qui est durable, qui est non intermittente, on est capable d'atteindre ces 17 objectifs de développement durable dans le monde. Donc on a une solution possible pour régler notre urgence environnementale. On a une urgence du coup économique aussi. Parce que l'énergie aujourd'hui, c'est 73% des émissions de CO2. Et ces trois grands secteurs, c'est l'industrie, le bâtiment et les transports, à 60%. D'accord ? Si on règle le problème des émissions de carbone dans ces trois secteurs, on apporte et on contribue très 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 fortement à résoudre notre problème climatique. Donc on est parti de ce constat-là. Et la solution, on en a beaucoup parlé, ça a été de dire qu'il faut se focaliser sur, au sens large, l'industrie. Quand on veut se focaliser sur l'industrie, on s'aperçoit qu'on a besoin d'une première chose, c'est d'avoir la bonne taille. Donc nous, on est parti sur 40 MW pour avoir un système plus modulaire, donc beaucoup plus petit, 40 fois moins qu'un EPR. Petit, voilà. D'accord, 10 fois moins que la solution de Nucléo. Qui soit déployable au plus proche des industriels pour pouvoir valoriser et l'électricité et la chaleur, puisqu'ils vont avoir besoin d'électricité et de chaleur. Quand on regarde la décarbonation de l'industrie, elle passe par des plans de décarbonation. Et ces grands industriels se sont engagés, donc non seulement ils ont pris conscience, mais ils se sont engagés sur des plans de décarbonation qui passent par beaucoup d'électrique, donc une croissance en énergie électrique, une demande électrique qui va être très très forte, et beaucoup de chaleur. Donc l'objectif, c'est de se mettre au plus proche de ces industriels pour répondre à leurs besoins. Pour faire ça, il faut quelque chose de modulaire, compact, mais surtout très sûr et sécurisé. Donc ça, c'est notre premier constat. C'est pour ça qu'on est parti sur la technologie des sels fondus. Alors ça appartient à une catégorie similaire, celle du plomb fondu. Il y a une différence simple, c'est qu'on est dans un combustible liquide. Ce combustible liquide nous apporte un profil de sûreté intrinsèque, dont tu as parlé, Elisabeth, qui est excessivement élevé. Donc ça veut dire qu'on est au maximum aujourd'hui de ce qu'on sait faire en termes de sûreté intrinsèque avec les sels fondus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au-delà d'être sûr et sécure, dans nos valeurs, on a parlé des ODD, il fallait absolument avoir une énergie durable. Et c'est pour ça qu'on a fait le même choix, parce qu'on a les mêmes réflexions d'origine, de partir sur des neutrons rapides, parce que ces neutrons rapides permettent de boucler le cycle de combustible et donc de réutiliser ces combustibles usagés qui ne deviendront donc pas des déchets à terme. Alors ça, je vous ai parlé de la technologie, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, sinon je vais perdre tout le monde. Mais Narea, c'est trois choses. C'est bien sûr une technologie, mais c'est deux autres choses. La deuxième chose, c'est une démarche industrielle. On parle à des industriels, on s'est aussi mis dans une démarche industrielle. Donc notre solution, c'est 2 containers. Un container pour le réacteur, un container 40 pieds, un semi-remorque, et un container qui produit de l'électricité et ou de la chaleur. Et ce système-là est excessivement modulaire et notre volonté, c'est de le fabriquer au maximum en usine
pour apporter de la simplicité et de la rapidité d'installation. La quantité de génie civil est réduite à son strict minimum. Donc on va aller très 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 bas en génie civil. Un, parce qu'on déploie plus vite urgence économique, urgence environnementale, mais deux, parce qu'on démantèle plus facilement. Parce que démanteler des systèmes qui sont en container, en nucléaire, il faut toujours penser au démantèlement. On peut le ramener dans une usine, dans un espace beaucoup plus maîtrisé. Là, on va pouvoir faire du démantèlement. Ça nous apporte aussi de la fiabilité. Puis on a parlé de la dimension économique, c'est aussi de la série. Nous, on cherche à faire plusieurs centaines de réacteurs. Et puis le troisième pilier, c'est aussi un business model différent. Donc 1, la techno, 2, la démarche industrielle, 3, c'est un business model différent. Nous, on s'est mis dans une logique d'industriel qu'on était. Et ce que l'on vend, c'est non pas des mégawatts électriques ou des mégawatts thermiques, donc pas d'électrons ou de molécules. On vend de l'énergie as a service. C'est-à-dire qu'on vend un accès à notre énergie. Nous, on opère l'intégralité de nos box jusqu'à la fin de vie. Donc de la conception jusqu'au démantèlement. Et les industriels, eux, achètent ce qu'ils sortent de la box, c'est-à-dire l'électricité et de la chaleur, mais avec un business model, encore une fois, de service. Donc en fait, on prend l'intégralité de la responsabilité sur toute la chaîne parce qu'on ne se voyait pas faire autrement. Ça ne nous paraissait pas crédible de pouvoir le faire autrement quand on est tout petit chez un industriel. Il fallait absolument qu'on gère tout pour eux. Voilà, donc c'est ces trois choses-là. Avec quel calendrier ? Alors, on a un calendrier qui est très similaire. On a un calendrier, voilà, c'est pour ça qu'on est... Alors, effectivement, on travaille avec Nucléo en partenariat sur pas mal de sujets, parce qu'on a des sujets, on fait tous les deux des neutrons rapides, on travaille sur des sujets scientifiques, sur des sujets technologiques ensemble, parce que ça fait du sens de mutualiser les moyens, et ça aussi facilite les pouvoirs publics, ce que fait le CEA, parce qu'on vient ensemble et en ordre, et pas en désordre. On est sur donc notre objectif, c'est pré-série fin 2029 et série 2030. Donc c'est l'ordre de grandeur. Notre objectif, c'est d'avoir un prototype, on l'on qualifie de prototype chaud en 2027, c'est-à-dire nucléarisé avec matière nucléaire. Un prototype froid en 2026, qui est donc un prototype qui est comme le prototype chaud, mais qui n'a pas le combustible nucléaire dedans. Et ce que l'on vient de faire, nous, maintenant, donc on a démarré, on est à peu près 180, on a démarré à peu près en même temps que chez Nucléo, on a démarré opérationnellement en 2022. On a cette année déployé un jumeau numérique avec Dassault Systèmes, donc c'est un système intégré qui permet de faire des calculs neutroniques, mécaniques, thermodynamiques. C'est une modélisation détaillée sur ordinateur. 3D, mais qui permet aussi de faire des simulations de fonctionnement, et qui permet d'accélérer les processus de licensing, de régulateurs, puisqu'on trace toutes les modélisations, toutes les configurations de nos documents. On a fait une maquette à l'échelle 1 pour pouvoir commencer à faire des tests de montage-démontage. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et l'année qui vient là va être beaucoup sur le thème des tests, de la fabricabilité. On est déjà en train de travailler sur l'usine, les layouts, comment ça va fonctionner. Alors, c'est des processus itératifs, mais on travaille sur ces sujets-là de façon à se mettre en ligne pour notre prototype chaud. Alors, le nucléaire, c'est une industrie très, très capitalistique, c'est-à-dire que vous, vous avez quand même besoin globalement pour monter votre filière de 1 à 2 milliards d'euros, je dirais, minimum. Par ailleurs, votre calendrier, effectivement, c'est 2030. On a vu que le prix des énergies renouvelables n'a cessé de baisser depuis 10-15 ans, etc. Un certain nombre de gens disent, mais bon, est-ce que ça vaut le coup, finalement, d'investir dans les SMR, puisque ça va arriver tard et que ça coûte cher, et est-ce que ça va être compétitif ? Donc, qu'est-ce que vous diriez à ce propos, David, peut-être, et puis Elisabeth ? Oui, je voudrais juste un petit complément. Il faut qu'on se mette, encore une fois, dans le contexte, dans une urgence environnementale, économique. J'ai été sidéré, on partageait tous les trois avant ce commentaire. La demande des industriels est absolument colossale. Donc on ne s'est pas placé dans un calendrier où on a dit quand est-ce qu'on pourrait être prêt ? Je veux dire, c'est pareil chez Nucléo. C'est cet environnement qui nous fixe le calendrier. Donc nous, on se met en ordre de marche, tous, le CEA y compris, le régulateur. L'ASN fait un travail fantastique aujourd'hui pour se dire comment on est prêt en 2030. Prêt, mais prêt en étant sûr et en étant avec une technologie mature. Donc déjà, c'est dans cette logique-là qu'on s'est mis. Donc nous, on pense que c'est tout à fait atteignable. Le nucléaire français l'a fait sans problème dans les années 80-90 et le nucléaire français est excessivement sûr.
Mais bon, le nucléaire français a aussi parfois pris 12 ans de retard et triplé son budget par rapport à l'origine. Donc c'est vrai que... Non mais comment vous, j'imagine que vous n'êtes pas dans une... Vous pensez livrer un prix du mégawattheure qui sera compétitif? Oui. Autour de... Oui, non, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous parler d'un prix de mégawattheure, puisque notre business model n'est pas basé sur la vente du mégawattheure. Le business model, il est basé sur un accès à l'énergie. Alors par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une vingtaine de partenariats avec des industriels. Pour certains, on a communiqué dessus, vous avez peut-être même repris l'information. Et qu'on fait des études technico-économiques et qu'on peut vous garantir que oui, on est compétitif. Mais je peux pas vous donner, ce ne serait pas pertinent pour moi de vous donner un prix au mégawattheure dans notre business model. Mais en tout cas, ce que vous dites, c'est que vous aurez un prix compétitif par rapport à celui de l'éolien, du solaire. Dans le système énergétique, oui. Après, juste pour faire un commentaire sur ces aspects-là, je pense que quand on parle d'accès à l'énergie, il faut vraiment avoir la vision du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on a des énergies renouvelables qui fournissent de l'électricité dans un système, mais qui bénéficient d'autres sources d'énergie qui sont pilotables pour assurer qu'à chaque instant T, on a la demande qui est égale à la quantité d'électricité fournie. Et ça, c'est vraiment un service que les énergies renouvelables, elles ont beaucoup de qualité, mais n'ont pas la capacité de fournir en grande quantité, c'est d'adapter la fourniture à la demande. Et donc, quand on regarde les services rendus par des sources d'énergie bas carbone pilotables, ça peut être l'hydroélectrique, ça peut être le nucléaire. Il faut vraiment prendre en compte qu'il ne suffit pas d'injecter des électrons dans le réseau quand on en a. Il faut aussi être capable d'injecter la bonne quantité d'électricité quand on en a besoin à l'instant T. Et ça, c'est un service que les sources d'énergie bas carbone pilotables, encore une fois, il n'y a pas que le nucléaire, il y a l'hydroélectrique aussi, quand on en a, permettent de fournir. Et c'est vraiment cette vision-là qui est le service qui doit être rendu à la population, à l'industrie. C'est pas simplement de... Et qui est très désirable par les industriels. Exactement. Ouais. Voilà. Je rebondis sur ce commentaire pour dire, et puis je reviendrai à votre question, pour parler des renouvelables. Souvent, le nucléaire est interprété un peu comme l'ennemi des renouvelables. Pas du tout. Au contraire. Le renouvelable est de toute façon une très bonne énergie qui sert, mais le futur, c'est un mix d'énergie. Quelle est la limite des énergies renouvelables? C'est le fait qu'elle n'est pas stable. Elle est dépendante, elle est intermittente. Oui. Alors, le nucléaire peut garantir garantir une stabilité à une énergie qui est très importante et donc pouvoir atteindre un mix d'énergie qui, selon l'endroit dans lequel l'énergie vient peut garantir exactement le meilleur mix. C'est pour ça, c'est très difficile de répondre et ce ne serait pas sérieux de répondre à une question comme quel est le prix de mégawatt-heure. C'est pas là la question. La question est-ce que il y a une urgence. Il y a une urgence. Quand on partage le concept d'urgence pour le changement climatique et il y a quelques collègues ici que je vois. Vraiment, ce que nous répétons tous les jours, c'est que nous avons la responsabilité de respecter un timeline qui parle de 2030, mais qui ne peut pas avoir de retard. C'est une course. C'est une course. C'est très ambitieux, c'est très urgent, mais il faut le faire. Avec un prix évidemment qui va être compétitif par rapport au prix renouvelable. Ce que je peux dire, c'est qu'on a parlé de nouvelles modalités d'avancer sur ce genre de projet. Il faut dire que aussi le soutien des autorités est très importante parce que c'est vrai que dans le passé, peut-être le processus d'autorisation était quelque chose qui faisait quand même peur parce que ça dure des années, parfois des dizaines d'années. Oui, alors le processus d'autorisation est très, très, très sérieux, très important. Et donc, on ne peut pas c'est ça et c'est la règle du jeu. Mais aujourd'hui, les autorités de sûreté ne passent pas nous voir et reviennent au bout de 2-3 ans. Mais c'est systématique, c'est des réunions, des meetings mensuels, c'est les workshops qu'on va faire. C'est la même chose, donc on partage avec NAREA aussi. Donc c'est vraiment sentir que nous sommes soutenus
par les autorités de sûreté qui ont le but de garantir la sûreté. Alors je très, très bien. précise sur ce point que effectivement depuis le discours de Belfort d'Emmanuel Macron qui a été un peu un changement de paradigme en remettant la France dans le nucléaire et en relançant cette politique nucléaire, il a été attribué dans le cadre du plan France 2030 1 milliard d'euros pour les petits réacteurs nucléaires, dont 500 millions sont dédiés à Neward, le projet d'EDF, mais il reste 500 autres millions qui sont distribués et dont Nucléo et Narea ont bénéficié, ainsi que du soutien technique de CEA. Et c'est vrai qu'en France, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que nous sommes une puissance nucléaire depuis très longtemps. Le CEA a accumulé un énorme savoir, et notamment dans ce sujet crucial des neutrons rapides, puisque je rappelle que nous avons eu plusieurs surgénérateurs, dont Superphénix, qui a quand même fonctionné pendant 12 ans, et qui a été arrêté pas pour des raisons technologiques, mais plutôt pour des raisons économiques et politiques, et notamment parce qu'à l'époque l'uranium était très peu cher et on voyait pas très bien la nécessité de recycler du combustible usagé. Maintenant on voit très bien l'intérêt je pense qu'on a très bien vu l'intérêt de cette technologie, et donc la France a finalement accumulé un savoir presque unique, puisqu'il n'y a que la Russie qui aussi a travaillé beaucoup sur les neutrons rapides, mais pour d'autres raisons on ne collabore plus beaucoup aujourd'hui avec la Russie. Donc voilà. Et notamment, on peut noter que ces deux startups ont recruté pas mal de cadres, d'ex-cadres de CEA qui ont travaillé sur ces projets de neutrons rapides. Juste on a un petit peu de temps pour parler d'un sujet crucial aussi, qui est celui de l'acceptabilité sociale. Parce que tous ces mini-réacteurs nucléaires qu'on mettrait au plus près des consommateurs pour faire des réseaux de chaleur urbains, au plus près des sites industriels, etc., ça peut faire peur. Voilà, on sera intéressé de savoir que quand on donne aux Français une liste des catastrophes les plus graves, ils citent en premier Tchernobyl 1986, avant l'épidémie de Covid de 2020, alors que je pense que tout le monde connaît dans son entourage un mort du Covid. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui connaissent un mort de Tchernobyl, qui a eu quand même lieu il y a 35 ans, mais pourtant cette peur du nucléaire est très forte. Donc comment faire accepter d'avoir des petits réacteurs nucléaires au fond de son jardin ? Alors moi, je veux bien commencer, puis après, Donc, l'acceptabilité sociétale, nous, ça a été le cœur de la démarche, puisque on a 3 organes de gouvernance, un comité de direction, le conseil scientifique, avec Elsa qui est là, et un conseil d'orientation sociétale et environnementale. Donc, nous, c'était clairement au cœur de notre préoccupation, c'est les premiers embauchés chez Narea. En fait, je crois qu'il faut répondre par 2 choses. La sûreté. Donc, le fait d'avoir une technologie qui soit la plus sûre possible, c'est pour ça que nous avons fait ces choix-là. C'est parce que c'est des profils de sûreté qui étaient très, très élevés, qui sont vraiment des changements de paradigme dans la conception des réacteurs. Oui, qui sont des choix qui demandent beaucoup de R&D. Aussi. Mais c'est pour ça qu'on a fait le choix avant tout pour la sûreté. Parce que l'acceptabilité sociétale, nous, notre expérience, elle passe toujours par... Il faut que ce soit sûr. Je vais citer une personne qui m'a fait sourire, une députée européenne qui nous a dit « il ne faut pas que ça fasse boum ». Voilà, il ne faut pas que ça fasse boum. Donc, ça ne fait pas boum, mais bon, il ne faut pas que ça fasse boum. Donc, la sûreté. Et la deuxième chose, c'est effectivement la fermeture du cycle, c'est-à-dire que ce soit une énergie durable. Donc, d'où le choix du neutron rapide. Donc, ça passe avant tout par ça. Ensuite, ça passe par beaucoup de contacts, de discussions, mais aussi une autorité de sûreté qui soit fiable, sûre, stricte. Nous, on n'est pas du tout pour un allègement, on est pour une adaptation du processus pour qu'il soit efficace, mais pas pour un allègement, parce que c'est capital. Elisabeth ? J'ajouterais que la première chose pour combattre cette peur, c'est la reconnaître. Et donc, il ne faut pas la combattre. Il faut comprendre qui a vécu les 1986, Tchernobyl, et évidemment a été choqué, hein. Et donc, il faut reconnaître et expliquer. Donc, investir énormément dans la communication, dans l'explication simple de ce qui est peut-être plus compliqué, mais qui peut être expliqué. Et donc,
l'idée aussi d'un partenariat avec Narea et qui dans le temps va accueillir les autres entreprises qui travaillent sur le même sujet, va aussi dans cette direction. Donc investir pour supporter l'éducation, travailler avec les universités, travailler même avant, en l'école secondaire, pour pouvoir porter... J'ai 3 enfants qui sont grands désormais, mais aucun d'entre eux a fait les études nucléaires. Et au départ, ils étaient tous « Ah, mais non, qu'est-ce que c'est? Le nucléaire, ça fait peur !» Donc, c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça, c'est les aider à comprendre. Il y a les réseaux sociaux qui font un travail merveilleux, sans même demander notre avis ou notre support. Et donc, c'est là-dessus. Les nouvelles générations... Vous avez de l'aide avec Jean-Marc Jancovici. Les nouvelles générations, très influent. les nouvelles générations sont curieuses et demandent à comprendre. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Oui, je vais revenir sur effectivement le premier point, le point cardinal, c'est la sûreté. Je pense que ça, c'est vraiment la base de tout. Après, effectivement, il y a la confiance qui vient de la sûreté et de l'explication de la sûreté à la population. Et aussi, je pense, la réalisation par de plus en plus de monde qu'on est vraiment face à une urgence climatique et économique. Et donc, il faut qu'on ait des solutions à notre disposition, sinon la catastrophe, elle va arriver. Ce ne sera pas une catastrophe nucléaire, ce sera la catastrophe climatique. Mais le premier point, c'est vraiment la sûreté. Et donc là, je rejoins que c'est le rôle des pouvoirs publics d'accompagner les porteurs de start-up et les différentes entreprises pour que cette démarche de sûreté, elle puisse être la plus efficace possible, elle soit portée auprès des nouveaux acteurs pour aussi expliquer à ces jeunes sociétés comment marche ce processus de réglementaire lié à la sûreté et qu'on puisse les accompagner sur toutes les étapes. C'est expliquer à la population également, aux gens qui veulent comprendre, qui auront peut-être dans leur proximité un futur réacteur nucléaire, comment ça marche, comment la sûreté est gérée, quels sont les enjeux, et puis faire prendre conscience qu'on a besoin d'électricité bas carbone, de chaleur bas carbone, si on veut continuer à fonctionner en tant que société sans aggraver le dérèglement climatique. Oui, et puis il y a presque un enjeu d'attractivité des territoires finalement. Les territoires Exactement. qui auront chez eux une source d'énergie décarbonée pourront attirer de nouvelles entreprises et industries sur leur territoire. Donc il faut aussi montrer aux habitants qu'il y a quelque chose pour eux dans ce... C'est exactement le cas avec la chaleur. On a des responsables territoriaux qui viennent nous voir en nous disant « Moi, j'ai des entreprises sur mon territoire. Elles ont besoin, pour décarboner, d'avoir de la chaleur bas carbone. Je ne peux pas la transporter depuis le bout de la France. Il faut que j'en ai localement. » Donc, pour eux, c'est un enjeu territorial que d'avoir des sources de chaleur bas carbone à disposition pour garder leurs industries. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup et j'espère que nous avons établi quand même que nous avons éveillé votre intérêt sur les perspectives du nouveau nucléaire qui sont quand même, parce que le nucléaire est resté pendant très longtemps une industrie un peu figée, qui a eu d'adapter toujours un peu la même technologie des réacteurs à eau pressurisée et des gros réacteurs, et qui là est en train de phosphorer sérieusement et d'aboutir à des produits nouveaux qui seront vraiment une des solutions pour répondre à l'urgence climatique. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci.